les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Oh les beaux jours est un jeune festival, et pourtant Maëlys de Kerangal et Sylvain Prudhomme en sont déjà les fidèles compagnons. Outre le plaisir que nous avons eu de les réunir, ils ont en commun en 2021 d'avoir un temps délaissé le genre romanesque pour se glisser avec brio dans la peau d'auteurs de nouvelles. Dans son dernier livre, Les Orages, paru dans la collection L'Arbalète chez Gallimard, Sylvain Prudhomme explore en 13 nouvelles le moment où un être vacille, où tout d'un coup il est nu. Avec Canoë, Maëlys de Kerangal a souhaité écrire un roman en pièces détachées, avec une nouvelle centrale qu'entourent 7 courts récits. 2 recueils de nouvelles, comme autant de constellations qui s'assemblent pour faire briller des voix singulières. Une rencontre avec Maëlys de Kerangal et Sylvain Prudhomme, animée par Yann Nicole, et enregistrée en public le 18 juillet 2021, au Centre de la Vieille Charité à Marseille, lors de la 5e édition du festival Oh les beaux jours. Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Très heureux de vous retrouver pour cette rencontre en compagnie de Maëlys de Kerangal et Sylvain Prudhomme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Plaisir de vous retrouver pour parler avec vous de vos 2 derniers livres qui sont des livres, on va le voir, qui ont un certain nombre de points communs. Des livres dont on pourrait penser dans un premier temps qu'il s'agit de recueils de nouvelles, puisque ce sont des livres qui sont composés de plusieurs textes. Et puis, on se rend compte à la lecture de ces livres, petit à petit, en avançant dans ces histoires, dans ces récits, qu'il y a un certain nombre de fils rouges, un certain nombre de résonances, de reflets, de personnages, de mots, de motifs récurrents au fil de ces nouvelles qui nous font penser que ces recueils de nouvelles sont peut-être en réalité, comme le dit Maëlys de Kerangal elle-même, des romans en pièces détachées. On y reviendra bien sûr pendant cette conversation. Je vais vous présenter l'un et l'autre très vite. Maëlys, écrivaine, auteur d'une dizaine de livres aux éditions Verticales, d'autres livres bien sûr chez d'autres éditeurs. On dira peut-être un mot d'autres livres que ces romans publiés chez Vertical. Donc depuis Je marche sous un ciel de traîne, c'était en 2000. On est obligé ici à Marseille de citer Corniche Kennedy, bien sûr, dans votre bibliographie. Réparer les vivants, qui a été un livre important dans votre parcours, un moment charnière, un livre qui a touché un très large public. Et puis donc ce livre qui s'intitule Canoë, dans lequel on retrouve 8 récits, dont 7 sont portés par des voix féminines, des jeux JE féminins. Et comme je le disais, des nouvelles qui portent comme ça une réflexion sur la voix, sur les moments charnières de l'existence, et puis qui donnent à voir peut-être un matériau autobiographique de façon encore plus prononcée qu'on a pu le voir dans d'autres livres de vous, ma chère Maëlys, mais on reviendra bien sûr à toutes ces questions. Vous, Sylvain, écrivain, vous avez publié vous aussi des livres chez différents éditeurs, mais votre éditeur historique est Gallimard, cette collection L'Arbalète, dans laquelle vous avez publié des livres depuis Là avait dit Bailly. On se souvient également d'un livre qui s'appelle Les Grands, de légende, récemment bien sûr par les routes, qui a reçu le prix Femina. Et puis donc ce livre qui s'intitule Les Orages, on a là une grosse douzaine de textes. Alors vous avez appelé ça des histoires, Maëlys a appelé ça des récits. Et c'est vrai qu'on retrouve dans ce livre, je le disais, un certain nombre de personnages récurrents qui sont parfois les mêmes, peut-être parfois des autres, avec le même nom ou avec la même initiale. Et un livre qui parle justement de ce moment, peut-être de l'orage, où finalement les choses basculent et où il se passe quelque chose dans l'après, d'une certaine manière, mais aussi un livre qui parle du rapport à l'art, à la création, à la littérature, notamment autour de Fellini, mais on reviendra bien sûr à ces questions. Peut-être un petit mot avec vous, Sylvain, pour commencer sur la fabrication. Je le disais, dans un premier temps, on se dit on a affaire à un recueil de textes, et puis petit à petit, on a l'impression qu'il y a des liens dans tous ces textes, des échos. Peut-être nous dire très simplement comment vous avez construit ce livre, et comment est-ce que peut-être le montage ou la manière dont vous l'avez agencé amène finalement à une sorte de cohérence interne avec des textes divers. Alors bonjour à toutes, à tous. Oui, c'est vrai que ça, c'est un texte, c'est un recueil que j'ai écrit sur un temps finalement assez resserré, avec beaucoup d'élan en fait dans l'écriture. L'écriture de chaque texte
en induisant, induisant celle d'un autre, en fait, avec quelque chose d'un rebond chaque fois, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'une sorte de parcours intérieur, une revisite un peu intérieure de scènes comme ça qui me revenaient, qui m'étaient restées, des instants dont je constatais dont je constatais combien ils s'étaient gravés. Alors là, tout a l'air d'être autobiographique, mais c'est pas le cas. Enfin, parfois, c'est des scènes aussi, des choses qui sont pas arrivées, mais qu'on imagine, à travers lesquelles aussi on explore peut-être la peur que quelque chose arrive, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'était oui, j'avais fait une liste au départ de textes que j'avais envie d'écrire, et j'en ai peut-être écrit même pas le tiers, parce que toujours d'autres venaient remplacer les textes que j'avais prévu d'écrire. Et donc, il y avait, ouais, après, il y a la question du montage. Moi, je me suis dit que c'était un peu comme un album de... Je n'écris pas de chansons, je ne suis pas musicien, mais j'avais l'impression d'avoir un peu ce plaisir-là, qui est celui de composer un ensemble avec des ruptures de rythme, des variations d'intensité, des moments où on a envie que ça freine, des moments où on a envie que ce soit tout d'un coup plus épique, plus emporté. Donc voilà, j'étais beaucoup dans ces questions de couleurs, de rupture de rythme. Et voilà. C'est intéressant cette idée presque de concept album. Et peut-être revenir tout de suite sur ce que vous évoquez en parlant de certains instants très précis. C'est un livre aussi de rupture, c'est un livre de moments charnières. Vous diriez que Les Orages, ce titre générique, est une manière de parler de cela, des moments, oui, de rupture, de basculement, des moments charnières et des instants parfois infimes, mais qui peuvent revêtir une grande importance pour les personnages. Oui, c'était vraiment ça, l'idée d'essayer de parler des moments où on sent que quelque chose est en train de se passer qui va être décisif. Enfin, parfois c'est quelque chose qu'on comprend, parfois quelque chose qui se passe ou qui est tout près de se passer et finalement ça n'a pas lieu. Mais donc je crois qu'à chaque fois ça avait à voir avec des moments où on est comme la volonté et on est battu en quelque sorte. La volonté doit céder. On cesse d'être dans le rôle de la vie de tous les jours, notre personnage. Tout d'un coup, c'est crevé, ça. On est comme des affublés, on est un peu à nu par ce qui nous arrive. On est mis à nu. Et voilà, ça m'intéresse, ce vacillement, ce point de fragilité-là. Donc, à chaque fois, c'est vrai que c'est des personnages qui traversent ça. Moi, j'ai appelé ça des orages, parce que je crois que en fait, j'avais envie qu'à chaque fois, ça parle du moment où ça a à voir avec la lumière, en fait, chaque fois, ces instants-là, parce qu'on comprend quelque chose, ça a à voir avec une sorte d'épiphanie, mais j'avais pas envie que les titres avec la lumière, ça fait toujours un peu peur, quoi. Il y en a des costauds, quoi. Illumination, il y a des choses marquantes qui ont été écrites avec le mot lumière. Donc je sais pas, voilà, je me suis dit Les Orages, on va, ça dit ça, mais un peu en creux. Ça dit que on traverse d'abord quelque chose qui passe aussi. Un orage, ça passe, ça a une fin, voilà. On va revenir à ces différents moments avec vos différents personnages. Maëlys, peut-être sur cette question, j'ai évoqué l'idée d'un roman en pièces détachées. Là aussi, peut-être sur la fabrication du livre, sur la manière dont vous avez conçu précisément ce livre avec ces différents textes, dont on sent évidemment une grande cohérence au fil de la lecture. Alors, ce sont des textes que j'ai d'abord écrits comme Sylvain, et ça m'intéresse aussi de le relever, dans un laps de temps extrêmement court, en gros le second semestre de 2020. Donc des textes qui ont été écrits dans une certaine période, qui était aussi une période de dislocation du temps, une période de retrait aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'est apparu, en fait, une fois que le livre était fait, que ça avait joué, c'est-à-dire dans quelle époque, dans quel temps, dans quelle période de tension un texte prend corps, prend naissance, enfin un livre en tout cas. Et déjà, donc en fait, c'est aussi l'idée d'écrire un texte par rapport au suivant et en fait de les écrire tous les uns par rapport aux autres. Et quand je parle de romans en pièces détachées, c'est évidemment que ce sont des nouvelles au sens où ce sont des textes brefs,
Et j'ai pas du tout de souci pour dire que ce sont des nouvelles. Dans l'idée de la nouvelle, parfois ça fait un peu peur parce qu'il y a l'idée de la scénette ou de quelque chose de la frustration, c'est pas assez long, etc. Mais là, il se trouve que ce sont vraiment des nouvelles, et pour moi, c'était important que ce soit des textes brefs, parce que je cherchais beaucoup un cadrage, en fait, ce que apporte le fait de se déplacer sur un format court, c'est l'idée narrative du cadrage, c'est-à-dire la focalisation sur un instant, une émotion, un geste, un souvenir. Et la nouvelle permet ça, et permet surtout de l'isoler, alors que dans un roman, elle serait ce moment serait immédiatement relié, voilà, prendrait place dans un fil narratif, tandis que là, il y a l'idée immédiatement d'une composition. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, Canoë, c'est quand même une composition. Les textes se parlent tous entre eux. Je les ai écrits vraiment les uns par rapport aux autres. Et pour moi, ça déboucle un espace romanesque, ça déboucle un espace de roman où on pourrait même penser que ce jeu narratif qui revient est celui d'une même personne, d'une même femme. À un moment donné, c'est un homme, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez, mais pour moi, il y a une unité qui est donnée par cette idée de la voix, mais aussi par cette idée de jeu narratif. Et ça donne une forme de cohérence, et c'est la note aussi, la tonalité du recueil que l'on entend dans ce jeu narratif. Et moi, j'écris plutôt des romans qui sont des romans très actifs, que moi je vois comme des livres très actifs, où on fait des choses, on construit des ponts, on transfère des cœurs, on apprend des métiers. Et là, c'est vrai que ce sont des textes qui sont plus pensifs, plus rêveurs. Et il se passe autre chose. Et j'avais envie aussi de me déplacer, d'aller explorer autre chose, et notamment l'utilisation de ce jeu pour dire ce moment plus pensif. Oui, parce que ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a lu chez vous il y a maintenant quelques années. Je parlais de vos premiers livres en présentation. Il y avait un jeu narratif. Il y en a eu un À ce stade de la nuit, si je ne me trompe pas, également. Mais vos autres romans n'étaient pas à cet endroit-là. Vous parlez de la voix narrative, de la voix des personnages. C'était aussi ça, finalement, le motif principal du livre. Oui, l'idée de ce jeu. Alors, j'ai assisté hier à la rencontre entre Lisa Mandel et Joyce Orman, et Joyce Orman parlait d'un jeu coulissant, d'un jeu qui coulissait dans son texte. Et je trouve que voilà, il y a aussi cette idée d'un jeu glissant, d'un jeu coulissant qui pourrait être le même jeu dans ces nouvelles. Et pour moi, il y a l'idée on entend immédiatement la voix de quelqu'un qui parle. J'attendais que le temps passe dans le siège chez le dentiste, et c'est évidemment pas du tout, on n'est pas du tout dans le même espace littéraire que elle attend que le temps passe, c'est autre chose. Et ce jeu, j'ai plutôt tendance à m'en départir. Je l'aborde avec toujours une forme de désir et d'inquiétude, parce que c'est immédiatement la possibilité d'écrire des choses qui me ressaisiraient, moi, de très près. Et c'est vrai que le jeu vient tout près de moi. Et c'est vrai que j'ai toujours l'impression que ça me rend plus visible, et qu'il pourrait me désigner davantage, même si, à un moment donné, ce jeu est le jeu plutôt d'un vieil homme, ou d'un homme assez âgé. Je trouve que voilà, il y a une pudeur aussi, et puis dans l'idée d'écrire à la troisième personne du singulier les romans, l'idée de aussi avoir une forme de contrôle, peut-être plus facile, l'idée de mieux peut-être orchestrer, organiser la narration avec une troisième personne.
le jeu et une autre prise de risque. C'est pour moi, il y a quelque chose en tout cas de totalement différent. Ça m'a rendu ce projet très désirable d'essayer ça en fait aussi. Sylvain, peut-être on peut revenir aussi à ce qui traverse finalement le livre et dont on pourrait presque dire qu'ils sont vos motifs, ou je ne sais pas si on doit parler d'obsession. Maëlys a parlé du rapport au temps, et il me semble qu'il y a là quelque chose de très fort, évidemment, dans votre livre. Le rapport au vieillissement, l'usure du couple par le temps, le voyage aussi qui comporte une dimension de déplacement ou de finitude. Est-ce que vous avez l'impression que... Alors, je dis gentiment motif récurrent, on peut parler d'obsession peut-être. Comment est-ce que vous envisagez la manière dont reviennent finalement ces données-là dans vos livres de manière générale et dans ces nouvelles-là au fil de l'écriture? Je le constate aussi, enfin voilà, et donc je me demande moi-même ce que ça veut dire, ce qui se trame dans tout ça. Mais Maëlys, tu disais que ils étaient plus pensifs, ces textes. Enfin, moi, j'ai l'impression aussi que c'est des textes que j'ai écrits, ils sont plus que d'habitude, ils sont un peu immobiles, ils sont un peu... oui, ils sont arrêtés, et c'est des textes qui explorent beaucoup le temps intérieur, le temps... la première histoire, effectivement, chez le dentiste, hop, ça déclenche tout un enchaînement d'associations, d'idées qui voilà, le texte naît de cet instant, tout simplement, de la vision de la mâchoire. Là. Mais du coup, je pense que c'était quand même lié aussi à ce moment. En fait, on était tout simplement... moi aussi, je l'ai écrit pendant le printemps 2020, enfin après le confinement très strict. Le grand confinement. Ouais, le confinement très strict où moi je m'occupais des enfants et tout ça. J'avais comme tout le monde. Enfin, je faisais l'école à la maison et tout ça. Donc c'est pas un moment où j'ai écrit du tout. Mais après, et ça, toute cette période d'1 an et demi, on était quand même. Je pense qu'on était tous tournés vers. On était dans ce côté. On était empêchés quand même dans notre action. Et donc je vois bien que ça a donné des textes. Produit des textes différents. Ouais, quand même. Je pense. On allait explorer. Et donc. Oui, je pense que reviennent des motifs. Peut-être que c'est ceux auxquels on pense encore plus quand on est immobilisé. Voilà ce que je veux dire. Oui, puis un texte géographique, comme souvent chez vous aussi, il y a la géographie intime et il y a la géographie réelle. Il y a la Bretagne, il y a l'Afrique, il y a le Sud. C'est aussi des jalons de votre œuvre et aussi un livre de géographie extérieure comme de géographie intime. Oui, c'est vrai. Alors qu'il y a des personnages qui sont... Il y a un texte qui se passe à Ziguinchor, en Casamance, où j'ai vécu. Elle est dans des questions... Le personnage d'Awa, dans cette nouvelle, elle est dans des questions qui sont pas très différentes C'est encore à nouveau des questions assez intérieures, des questions d'adversité qu'elle doit affronter. Mais oui, j'ai essayé un peu d'embrasser tous les différents lieux qui m'étaient chers, dans lesquels je me projetais... Je pense que là encore, c'était une affaire de retourner, de revisiter des moments. C'est pas forcément des choses vécues, mais c'est reparcourir des territoires intérieurs aussi. Enfin, là, voilà. Ouais. Maëlys, peut-être sur cette dimension-là aussi, il faut qu'on parle de la nouvelle qui est vraiment au cœur du recueil, qui s'appelle Mustang, qui est une nouvelle là aussi de déplacement, à la fois de déplacement géographique, mais de déplacement de la narratrice dans un autre contexte, qui est aussi un moment de rupture. Elle est vraiment la nouvelle pivot, selon vous, dans ce recueil? Alors, elle est celle que j'ai écrite en dernier, et en fait, elle couvre la moitié du livre. Elle est aussi vraiment... c'est-à-dire que c'est un objet canoë qui est un peu disproportionné. Il y a 7 petits textes, et puis au milieu, comme une espèce de planète, il y a ce gros texte et les autres en satellite autour. Et dans ce texte-là, il y a à la fois le moment où je pars aux États-Unis. C'est vraiment un moment autobiographique déjà. Alors, il y a de la fiction, il y a des embardés fictionnels, je ne sais pas, autour d'un revolver dans une boîte à gants, mais sinon, il y a vraiment ce déplacement au Colorado, il y a cette espèce de dépaysement, la désorientation, l'idée d'être déstabilisé, l'idée de ne pas être dans ma langue non plus, avec un anglais très moyen.
le moment où vient une forme de solitude et que la narratrice apprivoise en fait, et même et finit par aimer. Et c'est vrai que c'est durant ce séjour que moi j'ai écrit mon premier roman, et j'avais envie dans ce texte-là, ce livre Canoë qui est sur les voix, de placer un texte où je pourrais raconter comment, d'une certaine manière, j'ai aussi capté, moi, à un moment donné, une fréquence qui pouvait être la mienne, quoi, capter cette voix. Et je suis toujours assez sidérée de ces moments de passage à l'acte. Dans l'écriture, on ne s'explique pas très très bien pourquoi, à un moment donné, on commence à écrire une histoire. Et c'est vrai que j'ai fait un peu comme le dit Bernard-Marie Coltès. Bernard-Marie Coltès, quand il écrit quand je suis triste, je n'écris pas « je suis triste », j'écris « je vais faire un tour ». Et la littérature, pour moi, elle est vraiment là-dedans. Et je ne voulais pas écrire. J'ai commencé à écrire au Colorado, et donc j'ai raconté un accident de voiture. Et qui, pour moi, en plus, et que j'ai relu justement dans cette période où tout est revenu, comme disait Sylvain, cette période aussi où et la voix est en plus précisément peut-être l'organe qui permet de faire retour, quoi. La voix, c'est de la vibration, c'est de la résonance, c'est des échos. Donc c'est aussi un territoire organique qui est celui du retour, qui permet de faire revenir les souvenirs, faire revenir les présences, faire revenir certaines séquences. Et je trouvais que c'était voilà, important aussi de situer ma voix dans ce texte, et de lui donner aussi la forme d'un texte où ça se jouerait effectivement autour de quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire cette voiture, elle a fini en pièces détachées. Donc c'était une Ford Mustang très belle. Et j'ai eu cet accident de voiture en plus où je suis vraiment partie dans le décor. Vous voyez, il y a l'idée de la cascade de cinéma. Je suis partie dans le décor, un décor de cinéma, enfin vraiment. Et j'étais au pays de la fiction, etc. Donc via les westerns. Donc en fait, il y a ce moment où il y a une espèce de sortie de route. Et de fait, quand je suis rentrée en France, la vie n'a jamais repris comme avant, puisque il y avait cette chose que j'avais découverte, que j'avais connue, ce fait d'écrire des histoires, une histoire, et voilà. Et il y a eu de l'irréversible. Et en fait, ce moment-là, pour moi, couronne un peu ce recueil de textes aussi, qui sont toujours des situations, des séquences de voix. Ça commence avec la préhistoire, cette histoire de mandibule préhistorique, et d'une femme qui va se faire justement des moulages, des empreintes de mâchoire, etc. Tout ça se passe chez le dentiste. Ça finit plutôt un texte plus futuriste qui s'appelle Ariane Espace. Donc il y a la préhistoire et puis la science-fiction. Et au milieu de toutes ces situations, de ces séquences de voix, il y a Mustang, où je raconte moi mon histoire de voix. Et en ouverture de ce texte-là, Mustang, il y a cette phrase d'Ursula Le Guin sur la fiction panier. Et il est question à la fin de la nouvelle, d'ailleurs, du bol, du réceptacle. Enfin, peut-être un petit mot quand même là-dessus, c'est intéressant. Oui, alors, Ursula Le Guin, c'est un auteur qui a écrit ce texte culte, qui est la théorie de la fiction panier. Donc, c'est une auteure de science-fiction américaine. Et alors, elle... Je ne vais pas raconter ce qu'elle dit dans la fiction panier, mais elle dit juste une chose qui est assez intéressante. Elle dit que le premier artefact culturel qui aurait pu être produit par l'humanité au temps justement des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire aurait été un récipient, un contenant, un bol, un panier. Elle dit aussi que ça peut être une espèce de grande écharpe, un porte-bébé, où justement les chasseurs-cueilleurs il fallait rapporter les choses chez soi, de fait. L'idée, c'est qu'on cueille, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut les rapporter chez soi.
Et elle part de ça et elle tisse avec ça toute une théorie de la fiction, justement, qui n'est pas celle des grands chasseurs héroïques qui vont tuer les bêtes très dangereuses avec des grandes lances, avec des pointes effilées, etc. Mais qu'il faudrait aussi regarder davantage précisément ce qu'à cette époque-là, la majeure partie des êtres étaient plutôt des cueilleurs, et glanaient, ils ramassaient, ils collectaient, et voilà, il y avait cette histoire de panier. Et c'est vrai que le canoë est une forme de panier, enfin c'est une forme de contenant flottant. Enfin pour moi, à un moment donné, j'ai vu même les canoës comme des bouches. Je me disais, c'est idéal cette histoire de canoë pour raconter ce que les canoës sont aussi à un moment donné des porteurs de messages en tout cas dans la région des Grands Lacs en Ontario, c'est le moyen de transport privilégié utilisé par les Indiens pour aller d'un camp à un autre. Il n'y a pas de chevaux, donc il y a un réseau hydrographique très compliqué. On passe par les canaux, on passe par la fluctuation, par les ondes, etc. Et voilà, les messages s'apportent comme ça. Donc en fait, je me disais, finalement, le canoë, c'est ce qui porte les messages, c'est ces petites nouvelles qui circulent autour d'une grosse, c'est ces bouches, c'est ces paniers. Et effectivement, à la fin de Mustang, la narratrice, elle a tourné un bol et elle dit, voilà, maintenant, il va falloir que je raconte et je vais pouvoir rapporter chez moi tout ce qui s'est passé ici. Et ça a été aussi ce truc d'écrire, en fait. Sylvain, peut-être on peut parler aussi de l'ouverture, parce qu'il y a deux occurrences dans le texte qui font référence à Fellini. À la fois l'ouverture, ça va être une double question, à la fois l'ouverture sur la question du bonheur, et c'est peut-être d'ailleurs un des sujets, si on peut dire, un des motifs du livre, qui est peut-être un peu fuyant, mais qui est là. Et puis il y a une nouvelle aussi autour de 8,5 de Fellini, où finalement une sorte d'autoportrait de l'écrivain. Peut-être nous dire comment est-ce que vous avez placé cette tutelle-là, ou cette ombre-là sur l'écriture des Orages. Alors c'est une tutelle paradoxale parce que Fellini c'est vraiment le baroque, c'est l'exubérance. Enfin il y a quelque chose comme ça alors que le livre est plutôt essaie de raconter des moments très ténus, enfin des choses assez fragiles. Mais non, en fait pendant que j'écrivais le livre, j'ai vu pour la première fois 8,5 de Fellini. Je l'avais jamais vu et j'ai été très frappé, bouleversé, et notamment par le fait que ça racontait au fond exactement ce autour de quoi je tournais depuis le début dans presque tous les textes. Il y avait un personnage comme ça qui était un grand réalisateur, enfin c'est Mastroianni dans le film, et qui est en train de préparer un film un peu délirant avec des décors. Il fatigue tout le monde tellement il est mégalo, et puis en même temps il est très perdu dans sa vie, et le moment où il est sauvé in extremis, c'est parce que tout ça, ça se dégonfle en fait. Il avoue sa défaite en fait. Il avoue son absolue méconnaissance de tout, de la vie, en fait qu'il est perdu comme tout le monde, comme on est tous perdus. Enfin, je sais pas comment dire qu'il n'y a pas de. Et donc il est. Tout le film va, on le voit s'embourbant de plus en plus, et à la fin, parce que justement il dit, enfin il comprend qu'il est en train de faire fausse route. Il y a cet instant de prise de conscience qui le sauve. Et là, la fanfare arrive, et ça finit comme un Fellini avec une grande musique de Nino Rota magnifique, et la vita è una festa, et comme si tout était oublié, tout était pardonné. Et je trouve que ça décrit infiniment ce que j'ai toujours envie de raconter, le sentiment de la vie. Voilà, cette chose-là, à la fois que c'est sur un fil, quoi, il n'y a pas de science de la vie, on est tous dans une navigation très empirique, très à l'aveugle, quoi, voilà, et en même temps c'est ça qui est beau, quoi, voilà. Donc en voyant le film, il y a cette les mots qu'il dit, voilà, il associe le bonheur au fait que ce soit vrai. Tout me paraît, je me rappelle plus mais tout est vrai.
tout a un sens, tout est vrai. Quel est ce bonheur qui me fait trembler, qui me redonne force et vie? Je me sens délivré, tout me semble bon, tout a un sens, tout est vrai. Voilà, et c'est des instants comme ça en fait que j'avais envie de raconter. Donc je me suis dit voilà, allez, je vais faire aussi un texte où un personnage regarde 8,5 de Fellini et C'est là où les orages ont, c'est l'éclat électrique. Pour moi, il y a ce que tu disais, ce qui passe, mais c'est aussi la crise c'est aussi l'éclair électrique qui est l'éclair de la conscience. Enfin, le moment où les choses prennent forme, ça devient aussi assez limpide. C'est aussi pour ça. Enfin, je me demandais pour le titre, il y a les orages, le truc très gros, massif. Ça passe, mais bon, il faut le traverser. Mais il y a aussi l'intensité de l'éclair, enfin du zigzag. Déjà, la forme du zigzag, c'est intéressant. Et je trouve aussi et l'éclair de la conscience, par exemple, dans cette nouvelle-là, par exemple. Oui, c'est vrai. La crise aussi dans ce qu'elle a d'avenir, enfin de ce qu'elle révèle. Elle révèle, elle décide, elle tranche, quoi. Et donc des choses aussi naissent de ça. C'est un moment de bascule aussi. C'est de la vie. C'est pas juste que ça va mal. En fait, il y a profondément des choses qui se décident et qui naissent dans la crise. Je vais lire un tout petit extrait, parce que dans la suite de cette nouvelle sur Fellini, donc ce personnage d'écrivain, voilà ce que vous écrivez, après avoir visionné le film. Le lendemain, l'homme se lève et se remet sans attendre au roman qu'il essaye d'écrire. Son métier est d'écrire des romans. Il ne sait jamais très bien à quoi il veut que son roman ressemble. Il ne sait jamais très bien non plus ce qu'il veut dire ou taire de sa vie. Comme tous les jours, il se remet à mêler le vécu, le rêvé, le fantasmé, l'absolument imaginaire qui paraît vrai et l'absolument vrai qui paraît imaginaire. Où veut-il en venir? Il est bien le dernier à le savoir. C'est encore et toujours le même travail de taupe. C'est une bonne manière de définir votre travail, j'imagine. Sylvain, parce que dans ce livre, il y a aussi cette manière de mêler justement l'imaginaire, d'être sur la ligne de crête entre le matériau biographique et ce qui est de l'ordre de l'invention. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai que moi, je vois bien que les grands moments de bonheur d'écriture que j'ai, c'est quand j'avance à l'aveugle, un peu que je sais pas où ça va me mener, mais je sens que je suis dans des questions qui profondément me sont essentielles, et donc je suis les personnages j'aime que voilà, je les suis sans très très bien savoir ce qui va se nouer exactement entre eux, ce qu'ils vont se dire, mais voilà, je suis content quand je sens qu'ils sont je les suis avec nécessité en quelque sorte, et ce passage-là, il m'a fait penser, enfin, en lisant dans Mustang, j'adore le moment où elle reçoit l'éclat et l'éclat de pierre comme ça, et il y a tout un passage qui m'a énormément touché sur la question du faux semblant. Voilà, elle dit elle demande qu'à croire, elle a envie de croire que l'éclat de météorite, peut-être que c'est pas un vrai éclat de météorite, mais l'envie de croire et le fait que tous les faux semblants, peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on a envie de faire confiance, en fait, d'avoir la foi. Enfin, Maëlys, peut-être on peut revenir à cette question de la voix qui est au cœur des différents textes. Vous avez évoqué cette première nouvelle, on a parlé de la voix autour de Mustang, et il y a d'autres endroits où cette voix, elle existe, et je pense notamment à 2 textes. L'un qui parle de la voix sur un répondeur, le rapport aussi à la disparition et à la manière dont on garde. Et puis l'autre nouvelle qui s'appelle Nevermore, je crois, qui est un enregistrement et qui pose précisément cette question de la capture de la voix, de l'enregistrement, de la manière dont ça reste. Ça a à voir aussi avec la voix littéraire, cette manière d'enfermer le réel, vous diriez ça? Oui, alors notre existence, en fait, on le mesure pas forcément tous, mais elle est habitée de voix enregistrées. En fait, on vit parmi des voix enregistrées, celles qui sont sur nos messageries, celles qu'on entend au début d'une rencontre, celles qu'on entend dans les trains. Il y a des voix enregistrées partout. Elles ont quelque chose d'assez spectral, parfois d'assez fantomatique. Et dans ces 2 nouvelles, ce qui m'intéressait, c'était précisément la nature et le statut très particulier
d'une voix enregistrée. Et notamment dans le rapport au temps, parce qu'en fait, la voix enregistrée, c'est une voix qui est donc qui est capturée et qui est soustraite d'une certaine manière au temps qui passe. Dans l'une des nouvelles qui s'appelle Un oiseau léger, un père et une fille s'affrontent parce que la mère, donc la femme du premier, la mère de la fille, et donc cette femme est morte, mais sa voix est toujours sur le répondeur familial. Et la fille n'en peut plus et voudrait absolument qu'on éteigne ça, parce qu'elle dit c'est une violence pour moi d'entendre cette voix dans mon présent, alors que cette voix est totalement désynchronisée du présent de ma vie, et que ça fait comme des espèces de failles temporelles qui sont pour moi, le temps se casse en fait. C'est comme si elle disait ça casse le temps pour moi. Et ça met du désordre. Et le père va consentir à, d'une certaine manière, remettre le temps en ordre, parce qu'une voix enregistrée, c'est une voix qui est finalement au présent pour toujours. Alors, bien sûr, quand on écoute des archives radiophoniques, d'émissions des années 60, on voit bien que ce sont des voix pincées et le ministre... Mais cependant, une voix... enregistrée sur un répondeur, on ne peut pas vraiment dire si elle a 3 ans, un jour, 1 heure, 5. Vous voyez, c'est des voix qui ont une temporalité qui échappe totalement, en tout cas, au temps linéaire, au temps que l'on traverse. Et ça, je trouve que du coup, ça en fait à la fois des formes de fantômes. Il y a quelque chose d'extrêmement spectral d'entendre la voix d'une personne sur le répondeur et quand elle est morte, parce que à la fois ça incarne totalement cette personne, parce que la voix, je disais tout à l'heure, c'est un organe, c'est-à-dire que c'est vraiment deux plis vocaux, 2 cordes vocales au fond du larynx, qui vont vibrer parce que le souffle, les poumons insufflent de l'air et font vibrer ces cordes. Et puis après, il y a tout ce trajet extraordinaire dans la trachée, puis dans la bouche, le palais, etc. Justement, le rôle de la mâchoire, la façon dont la voix articulée est devenue le propre de l'homme en plus. Donc ça nous incarne, et ça nous incarne comme être humain en plus, parce que la voix articulée, il n'y a que l'homme qui la possède. Il y a des études sur les oiseaux, sur les grands singes, mais la voix articulée, c'est l'homme qui la possède. Et du coup, c'est vrai que la voix de quelqu'un, il faut juste réfléchir, que chacun s'essaye de se dire que voilà, il est chez lui, c'est dimanche après-midi, 15h, quelqu'un appelle, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, allô, et au premier mot, la personne se réimpose. Elle se réimpose quasiment dans son corps. Et Proust le disait d'ailleurs, il en parlait, il disait que il est au téléphone et que la voix de son interlocuteur est comme s'il voyait son visage, en fait. Il le dit, comme s'il voyait le visage de l'interlocuteur. Parce qu'en fait, une voix, ça réimpose un être, parce que c'est extrêmement organique. La voix, c'est immédiatement physique, c'est immédiatement du corps, et c'est les vibrations extrêmement singulières d'un individu. C'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'ai appris quand même qu'il y avait 7,5 milliards de voix distinctes dans le monde, et qu'on a chacun la nôtre, et que c'est aussi, ça fonctionne comme une empreinte digitale. On parle d'empreinte vocale, on parle même de biométrie vocale pour sécuriser des paiements en ligne. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous est tellement particulier que ça permet ce retour, cette idée de retour. Et alors après, dans Nevermore, c'était autre chose, c'était aussi les voix dans la littérature. C'est-à-dire, quelle est cette voix qu'on entend quand on lit un texte littéraire? En fait, il n'y a pas toujours eu la lecture à voix, la lecture silencieuse, la lecture, on dit dans sa tête. Elle est historiquement située. C'est-à-dire qu'avant, au Moyen-Âge, dans les abbayes, etc., la lecture était à voix haute, c'était la lecture de textes religieux, de l'édification. On est sur une chaire, on enseigne, etc. On parle à voix haute. Les textes, la lecture, finalement, dans sa tête, elle apparaît
pour le moment avec la naissance du roman, peut-être du roman, de l'imprimerie. Enfin, donc en fait, c'est quoi la voix qu'on entend dans notre tête quand on lit un livre? Finalement, c'est pas la voix, c'est pas la voix du narrateur dans 9 fois sur 10, c'est pas la voix de l'auteur 9 fois sur 10, on la connaît pas. C'est pas non plus, je pense que personne n'entend sa propre voix quand il lit un livre. D'abord, personne n'entend sa propre voix jamais. C'est ça le problème, c'est qu'on ne connaît pas notre voix. Et d'ailleurs, 100% des gens qui entendent leur voix se disent toujours « Non, je ne parle pas comme ça, c'est pas moi ». Enfin, il y a une dissociation, personne n'aime sa voix, etc. Et donc, c'est quoi la voix d'un texte littéraire? C'est quoi la voix qu'on entend quand on lit un texte dans notre tête? C'est mystère, quoi. Et Nevermore, ça tourne autour de ça. C'est l'enregistrement du Corbeau d'Edgar Poe, parce que c'est un recueil canoë où il y a ces motifs qui reviennent, dont les oiseaux. Donc là, le corbeau, il y avait l'oiseau léger, voilà, il y a d'autres oiseaux dans les recueils, dans les textes. Et là, voilà, et on va l'enregistrer. Et en fait, cet enregistrement révèle par ailleurs quelque chose dans la voix de la narratrice, une blessure, parce que la voix fonctionne aussi comme une empreinte, ça pourrait être aussi sensible qu'un papier carbone. Enfin, vous voyez, les aléas de la vie s'impriment aussi là. Donc, c'est extrêmement passionnant. Et dans ce texte, deux femmes essayent d'apparier exactement un texte littéraire et une voix, en disant c'est pas possible que... elles essayent de trouver la voix d'un texte littéraire. Donc, elles se sont associées, ces deux sœurs, deux jumelles, des Klang, et voilà, et elles procèdent à cet enregistrement. Sylvain, peut-être encore une ou deux choses, je vois que ça passe très très vite. Maëlys parle aussi du rapport à la disparition, à la perte, et c'est vrai que dans votre livre, dans Les Orages, il est beaucoup question aussi je le disais, du rapport au vieillissement, à la vieillesse, au grand âge, à la perte de la mémoire, mais aussi à la transmission, au rapport parent-enfant. Il y a plusieurs nouvelles qui viennent chercher ces endroits-là. Peut-être, et notamment une nouvelle, et peut-être ça peut être un exemple aussi pour comprendre comment vous travaillez, où ce garçon qui a une quarantaine d'années se retrouve à l'arrière de la voiture de ses parents alors qu'il revient du cimetière et qui se dit que c'est la dernière fois peut-être qu'il sera à l'arrière d'une bagnole avec ses deux parents devant. Et ça, c'est vraiment du Sylvain Prudhomme, c'est-à-dire des endroits qui disent tellement sur un détail. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle-là, peut-être en particulier? Oui, c'est un texte, effectivement, bon, là c'est très, très autobiographique, hein, voilà, mais du coup, il y a des moments comme ça où, bon, voilà, on en vit tous, mais où on se dit, là, il est en train de se passer quelque chose que je ne m'attendais pas à vivre et dont je garderai toujours le souvenir. Et là, donc, effectivement, c'était le retour là, les personnages, en tout cas, reviennent de l'enterrement du grand-père et ils sont... le fils, il est là, il a 40 ans, d'habitude, c'est lui qui conduit la voiture, maintenant, c'est lui qui a ses enfants derrière et il est de nouveau... Là, c'est très physiquement que ça lui fait quelque chose de bizarre. Il est assis derrière, sur la banquette arrière, comme un gamin, quoi. Et devant, c'est ses parents, c'est son père qui conduit, sa mère qui est à côté, dans l'ordre éternel de la vie, quoi. Voilà, comme si les choses, 30 ans après, se redevenaient comme toujours, comme autrefois dans l'enfance. Et en même temps, voilà, il y a la conscience que ça n'arrivera plus souvent. Et c'est un texte où, effectivement, les parents se mettent à parler de leur propre devenir, de ce qu'on fera de leur corps, débattent, inhumation ou incinération, et s'engueulent un peu tous les deux. Mais enfin voilà, bon, moi je voulais que ce texte il soit assez drôle aussi parce qu'il y avait quelque chose de fou dans cette scène où parce que bon voilà il faut peut-être que oui, je sais pas, il faudrait le lire, mais en tout cas avec la oui, ils réfléchissent à où est-ce qu'on mettra leurs cendres, quel arbre on plantera. Le père veut un chêne tout de suite, donc la mère se fout de lui tout de suite, un chêne tout de suite, et même au début elle se moque de lui du fait qu'il veuille un arbre pour emmerder tout le monde tout de suite, un arbre, voilà. Et moi j'aime en fait, voilà, je pense que c'est des textes où effectivement souvent il y a une gravité qui affleure, ça parle de choses quand même
ah bon, voilà, le fils assiste à la projection, les parents se projettent déjà morts et tout. Et en même temps, il y a le j'ai essayé de faire que ce soit des textes où on sente très fort la vie, en fait, parce que je pense que c'est tous ces moments-là, les moments où, où en fait, quand on affronte la pensée de ces choses, ben voilà, de la finitude, de tout ça et tout, je pense qu'aussi c'est là qu'on sent très fort la vie, en fait. C'est aussi le cas dans la première nouvelle. Ouais. Absolument. Oui, où c'est des parents qui passent tout près de La mort de leur enfant. de perdre un enfant, et finalement tout se termine bien, mais c'est vrai que je raconte la traversée de la terreur, enfin et vraiment en fait je raconte ça pour arriver au moment d'incandescence en quelque sorte du moment où l'enfant revient à la vie. Enfin, on comprend que ça y est, il est passé de l'autre côté, il vit quoi, il a traversé le gué quoi, et donc bon, là aussi c'est des choses assez autobiographique, enfin voilà, mais du coup, c'est des moments en fait d'intensité, oui, là la lumière du visage d'un enfant qui revient à la vie et tout. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, en fait, là, c'est vrai que je l'ai mise en premier cette nouvelle-là parce que je me disais bon, ça c'est exactement c'est la nouvelle qui dit le plus le projet du livre en fait tout entier. Voilà, c'est ces instants-là que j'avais envie d'essayer de raconter dans le livre, avec la sorte d'absolu d'intensité qui est atteinte dans ces états-là, et on les vit en se disant bon, ça n'arrivera pas, ça ne se reproduira pas de sitôt. Qu'est-ce qui sera à la hauteur de cette intensité-là, voilà, et donc bon voilà, bon, ouais, voilà, c'est deux exemples des textes qui sont là. Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'il était peut-être paradoxal de s'inscrire finalement avec une phrase de Fellini, puisque vos livres étaient plutôt des livres du détail ou de l'infime. Peut-être deux exemples aussi sur des nouvelles qui sont en rapport avec l'appartement qu'on quitte, avec la baignoire, avec des endroits qui sont des endroits d'intimité et qui sont presque des endroits qui sont des endroits témoins, pour le coup, des appartements témoins de notre vie. Vous écrivez que le personnage, son appartement de 28 ou 38 mètres carrés, je ne sais plus, c'est le morceau du monde qu'il a le plus arpenté. Ces endroits-là, ces détails-là, la baignoire, l'endroit où la vie a lieu, l'endroit où la vie s'en va, c'est comme ça que vous envisagez ces jalons, c'est presque des petits galets en fait que vous posez à ces endroits-là. Oui, Maëlys parlait tout à l'heure de cadrage, enfin d'un travail effectivement que quand on fait bref, enfin quand c'est des textes plus ramassés, la question se pose effectivement de savoir ce qu'on fait rentrer dans le cadre, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrête. Et là, moi, c'est vrai que j'avais envie d'arrêter, de m'arrêter sur c'est presque des plans séquences quoi, à chaque fois plus ou moins longs, mais l'appartement, effectivement, un homme entre dans l'appartement où il a vécu toujours et dont il va rendre les clés à jamais. Enfin voilà, il va le vendre et donc il reste 20 minutes et pendant 20 minutes il regarde toute sa vie qui repasse. Et la baignoire, c'est juste effectivement, on voit un corps qui rentre dans l'eau, qui y est bien et puis qui ressort. Et enfin ce que ça permet aussi, la forme brève, il y a ça infiniment dans Canoë. C'est ça qui m'a énormément touché aussi. C'est tout ce qu'on imagine autour, en fait. Oui, il y a du hors-champ. Du hors-champ, ouais, tout le hors-champ, exactement. En fait, c'est ça qui est. C'est comme dans un cadre. Dès qu'il y a du cadrage, il y a du hors-champ. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des découpages de focales et ça permet de l'intensification aussi. Ouais. Oui, dans un roman, souvent, on reste avec ces personnages. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a moins cet évidement. Enfin, là, on peut. En fait, moi, j'aime bien l'idée de pas forcément conclure, de juste de quitter le personnage et de le laisser comme ça, et on se demande ce qu'il va vivre après. Il y a l'idée, il est question d'ailleurs de photographie dans une des nouvelles. Il y a l'idée de l'instantané aussi, enfin de l'instant, de la photo, du rapport. Je sais que vous adorez ça et que vous êtes très sensible aussi à la photographie. Il y a peut-être cette dimension-là dans la forme brève. Oui, complètement. Exactement, l'instantané, voilà, avec le. Oui, ça a été un des titres. Un moment, bon, instantané, ça. Enfin voilà, mais ça a failli s'appeler comme ça un peu. Ça faisait partie des titres de. Moi, c'est ce que je me racontais un peu, que j'étais en train d'écrire, en fait, des instantanés, ouais, effectivement.
Maëlys, peut-être revenir sur le titre, sur ce canoë qu'on voit à plusieurs endroits dans le livre en réalité. Et c'est vrai qu'il y a très souvent des embarcations dans vos livres. Je ne sais pas si on peut... il nous reste 5 minutes, donc on va peut-être pas avoir le temps de faire le tour de tout cela, mais il me semble que, voilà, comme ça, quand j'ai lu le recueil, il m'a semblé qu'il y avait plein d'endroits où il y avait des barques, des embarcations, des bateaux. Ni fleur ni couronne, c'est une histoire qui se passe entièrement dans une barque, en fait. Dans Naissance d'un pont, il y a une pirogue. Non, mais il y a des bateaux partout. Ouais. Et dans Naissance d'un pont, le père de Simon, il fabrique des yolles. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte après. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand Sylvain a dit les obsessions, on s'en rend compte en fait quand elles sont écrites, qu'elles existent et la tête qu'elles ont, en fait, elles se matérialisent dans l'écriture. Mais moi, je me suis dit, oui, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de bateaux dans tout ça. Ouais. Et sans parler de Dans les rapides, bien sûr. Mais oui, Dans les rapides, oui, où les filles font de l'aviron. Oui. Elles sont... Ouais. Et oui, c'est ça. Et bon, et il y a beaucoup la mer. Et en fait, bon, et puis là, c'est vrai que le canoë, on entend la vitesse, on entend la souplesse, on entend une forme de grâce aussi. Enfin, ça va vite, quoi. Ça fend aussi donc pour un livre, un volume assez ondoyant comme ça, je trouvais que c'était pas mal. Enfin, il y a de la fluctuation, et c'était une période de fluctuation, notamment de la pensée, de ce qu'on avait dans la tête, quoi. Peut-être pour terminer, l'un et l'autre, pouvez nous dire peut-être la façon dont vous allez sortir de l'écriture de ces 2 livres-là, vous qui êtes romancier, romancière, qui aviez pour le coup plutôt l'habitude de formes plus longues. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va créer des espaces, des brèches, une manière dans votre écriture, justement par rapport à la question des interstices, par rapport à la question du hors-champ, sur la façon dont on travaille sa phrase? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je crois que j'aime quand même le roman. En fait, la forme, même la forme narrative, j'aime assez raconter, c'est-à-dire... et là, c'était un plaisir de casser ça, enfin, de plus être dans une grande narration avec beaucoup de monde, etc., et d'être dans une économie très différente. Mais je pense quand même que là, ce à quoi je pense, c'est quand même un roman. La différence étant que ce jeu que j'ai quand même approché dans Canoë, notamment le jeu de Mustang, ce jeu-là, je l'ai aimé, en fait. C'est-à-dire que ce projet, cet aperçu d'un jeu autoréflexif, enfin, parce que c'est pas de l'autobiographie au sens où on dit, où on est en transparence. Il y a de la fiction partout. Et moi, je pense aussi que la littérature, c'est aussi le lieu de la métamorphose, du filtre, de l'imaginaire, etc. Donc même, en fait, quand moi j'ai écrit Mustang, j'ai revisité, je me suis souvenue de ce séjour américain. J'ai eu le sentiment assez merveilleux, et c'est ça que je voudrais garder pour la suite, que j'écris de plus en plus, et de mon point de vue, de choses qui me touchent de plus en plus, en tout cas moi, les écrivains, c'est d'écrire dans la résonance, c'est-à-dire en pistant, en fait, comme un écho, un motif. C'est-à-dire vraiment, dans Mustang, l'adaptation, c'était aussi les dinosaures qui ne se sont pas adaptés, et la disparition, et la question de la préhistoire qui revient beaucoup, de plus en plus dans mon travail, puisque dans Un monde à portée de main, c'était déjà présent, mais Un monde à portée de main, c'est quoi inventer, donc c'est quoi le vrai, le faux, la fiction. Et là, Mustang, c'est entièrement autour de ça, puisque ça se passe... en fait, le problème de la narratrice, c'est qu'elle a le sentiment d'être dans un pays de cinéma. En fait, d'ailleurs, elle est dans un pays de cinéma qu'elle connaît par les séries télévisées. Et alors, tout ça, cette écriture par la résonance, où on suit un motif et on procède par mise en écho, association d'idées. En fait, ce que Baudelaire appelle le travail de l'imagination, je voudrais l'intensifier encore. Voilà, c'est un peu comme ça que je sors de Canoë.
voilà, je me suis rendu compte en fait, je me suis rendu compte de plein de choses de moi, mais aussi des liens de ce livre avec mon travail, parce que j'ai le sentiment que Canoë, c'est la concentration de tout ce que j'ai aimé écrire. Par exemple, Un oiseau léger, ça pourrait être quand même une espèce d'addendum à réparer les vivants, en tout cas dans l'humeur. Il y a la préhistoire, il y a la question aussi de justement c'est quoi inventer, et puis il y a c'est aussi le rapport entre justement ce qui est intéressant là, c'est quoi la fragilité, les moments plus être vulnérable, être fragile, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, et le livre parle quand même de ça. Enfin, et c'est des choses que j'ai quand même beaucoup regardé, la jeunesse, l'adolescence. Il y a des adolescents, on vient d'avoir le bac, After. et vont crier, pousser un cri primal dans la prairie, ils viennent d'avoir le bac. Et tout le rapport à l'écriture aussi, le rapport que moi j'ai à la précision, au détail, à des formes d'enquête, c'est moins intensifié là parce que c'est des éclats. Mais dans chaque nouvelle, il y a eu un moment où je suis passée encore par ce désir d'aller regarder exactement, mais qu'est-ce que c'est exactement un transistor en fait ? Ça fonctionne comment, voilà. Et ça, donc j'ai l'impression que c'est à la fois un livre qui résorbe mon travail, mais qui peut aussi le relancer en intensifiant certaines choses. Donc notamment ça, je sors de ce livre avec ce désir-là. C'est intéressant et c'est ça qui nous fascine aussi à vous lire, c'est qu'on pourrait dire aussi qu'un monde à portée de main a été une sorte presque d'étape intermédiaire à certains égards, puisqu'on était dans le roman avec ce personnage de Paula, mais où finalement un roman dans lequel le matériau personnel rentrait presque par effraction. Ouais. Ouais, j'ai vraiment, pour la première fois, il y a eu des choses un peu personnelles dans Un monde à portée de main, des motifs plutôt, notamment les rapports familiaux, les rapports à la famille, par exemple, et aussi à ce moment où on passe à l'âge adulte, le moment où l'on apprend quelque chose qui va vous permettre d'avoir un métier, par exemple. Et puis là, il y a quelque chose de plus qui s'est plus ouvert, notamment dans cette nouvelle-là. Je ne dis pas du tout que je vais commencer des romans autobiographiques, mais en revanche, je pense aussi que le roman est un genre merveilleux qui permet justement d'être très personnel sans être autobiographique, comme il permet d'être très contemporain sans traiter l'actualité. C'est un genre magique. Et je trouve que c'est vrai qu'on ne parle pas de la pandémie, on ne parle pas de l'épidémie dans nos livres, mais en revanche, c'est étonnant de voir à quel point ces textes, ces deux livres, ils la transcrivent en creux par une espèce d'empreinte, une espèce de pochoir inversé, quoi. Et tout ça, je trouve que c'est fort, c'est intéressant. Et j'ai envie d'être encore plus personnelle et de partir encore plus de toutes ces choses dont je me souviens, qui me touchent, et de voir en revanche comment elles résonnent encore, et me placer dans la résonance. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé. Sylvain, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez réattaqué plus ou moins un travail romanesque. Qu'est-ce qui va rester de ce travail-là ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un moment ? Non, mais c'est vrai que là maintenant, j'ai une grande envie de roman, c'est à ça que ça sert aussi sans doute, d'être un peu perdu dans une matière, une patte. Le roman avec aussi ce que ça a d'énergie un peu, je sais pas, qui nous embarque dans des là où on n'avait pas prévu, en fait, avec cet élan. Donc j'ai très envie de ça, j'ai envie de cette énergie-là. Et en même temps, je me reconnais absolument dans ce que tu dis, du fait que là, en fait, là, dans la forme brève, en fait, on est obligé, du coup, à chaque fois d'aller dans des choses assez essentielles. En fait, chaque texte qui est là, il est là parce que, en fait, il y avait une nécessité très forte qui nous poussait à l'écrire, parce que c'est comme des coups de sonde qu'on a envoyés dans plein de choses qu'on avait envie d'aller visiter, et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre, même un élan, presque une insouciance que j'avais plus depuis très longtemps. Donc ça, une nécessité. En fait, j'avais l'impression d'être tout le temps
exactement dans des endroits qui m'étaient essentiels. Et donc ça, je me dis, je veux absolument garder ça, mais essayer cet élan, de le trouver et d'être porté par lui dans une matière un peu plus ample. On va voir. Il y a aussi le fait que dans des... On essaie plein de choses sur des formats un peu plus brefs. En fait, là, il y a des textes, moi, à la troisième personne, certains à la première. Il y a plus, sans doute, c'est plus des choses personnelles quand c'est à la troisième personne, curieusement. Quand c'est un jeu je fictionne beaucoup plus. En fait, c'est bizarre, mais il y a plein de masques qu'on peut utiliser. Et ce que tu disais du fait qu'en fait, effectivement, je pense que l'autobiographie en soi, plusieurs fois, on a dit ce texte-là, il est assez autobiographique. Mais c'est vrai que moi, c'est jamais de l'autobiographique direct, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la transformation, comme tu disais. Enfin, j'ai l'impression qu'on prend appui dans de l'autobiographique parce que ça nous donne il y a une nécessité dans ce qu'on a vécu qui est plus grande que dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc, en fait, c'est une sorte de tremplin intérieur un peu pour aller prendre de l'énergie. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer les choses, de les déplacer, de les dédoubler. Là, cette histoire, la première histoire dont je disais qu'elle était assez autobiographique, personne ne pense... Enfin, je sais pas, plein de gens me disent « Ah, quelqu'un t'a raconté cette histoire ?» et tout, parce que ça passe par un jeu de dédoublement, et donc je n'aurais jamais raconté ça de façon directe. Donc, voilà, tous ces masques, en fait, ça c'est des choses un peu dont j'ai envie d'utiliser ça aussi pour peut-être le prochain livre. Voilà. Les gens qui vous connaissent bien et qui vous lisent dans Libération comprennent aussi la manière dont cette première nouvelle est écrite et comment elle se situe par rapport aux matériaux personnels. On revient donc pour finir cette conversation au mensonge qui dit la vérité ou au mentir vrai, je ne sais pas. Merci à tous les deux, en tout cas, de nous avoir invités dans votre atelier. On peut vous retrouver juste là pour un petit temps de dédicace pour ces livres. Les Orages, Sylvain Prudhomme, L'Arbalète Gallimard et Canoë chez Vertical pour Maëlys de Kerangal. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le festival Oh les beaux jours remercie Maëlys de Kerangal et Sylvain Prudhomme, ainsi que Yann Nicole qui a animé cette rencontre. Retrouvez les références bibliographiques des auteurs dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 6e édition du festival Oh les beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément Lemarié. Voix Benoît Paqueteau. Musique The Unreal Story of Floride by Fred Nefché and French 79. Un podcast produit par Des livres comme des idées.